Reprenons la Hamlet de Shakespeare et voyons maintenant l'interprétation centrale de Lacan. Comme nous disions pour Lacan, cette tragédie est une mise en scène particulièrement intéressante de ce que sont les complications que tout un chacun entretient avec son propre désir. C'est la question du désir qui est centrale dans cette tragédie de Shakespeare. Pourquoi est-ce que Hamlet procrastine? Pourquoi est-ce qu'il renvoie à plus tard la bonne heure de la vengeance? Mais oui, il peut y avoir des aspects psychologiques. Lacan cite comme Freud certaines interprétations autour de la procrastination centrale dans l'interprétation de Goethe, Coleridge. Mais il y a bien un autre aspect qui doit expliquer cette procrastination, qui est celle d'un conflit sous-jacent, un conflit inconscient. Et ce conflit est lié à l'Édipe. Et là, Lacan suit parfaitement l'escansion, l'orientation, la ligne guide de Freud. Mais si on va regarder dans les détails l'interprétation de Lacan, on se rend compte qu'elle est à l'opposé de celle de Freud. Pourquoi? Ouvrons une parenthèse et mettons en perspective le récit du mythe d'Édipe et le récit d'Hamlet, de Shakespeare l'Hamlet. Et voyons, en fonction de certains points, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais citer 4 points. On peut en trouver d'autres qui me semblent essentiels et on va voir que dans les deux récits, ils sont opposés. Commençons par le premier. Dans le mythe d'Édipe, le père est vivant. Dans le récit de Shakespeare, le père est mort. Deuxième aspect, dans le mythe d'Édipe, le héros, Édipe, ne sait pas qu'il va se battre contre son père. Dans l'Hamlet, dès le départ, le personnage central sait tout. C'est le père qui lui dit tout ce qui s'est passé et ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait accomplir. Donc Hamlet sait. Dans l'Édipe, Édipe ne sait pas. Troisième aspect. Dans le mythe d'Édipe, Édipe va se battre et va tuer son père. Il accomplit l'action. Dans l'Hamlet, il y a un renvoi, une procrastination de l'action. Remettre à plus tard ce qu'il devrait accomplir maintenant. Pour finir, le quatrième aspect, dans le mythe d'Édipe, la mère est vivante et Édipe partage sa vie avec sa mère. Dans l'Hamlet, la mère d'Hamlet, Gertrude, meurt à la fin. Et là, on voit bien comment chaque aspect de ces deux récits se trouve de manière opposée dans l'un et l'autre. Il y a un dédoublement de chaque aspect dans son opposé. Eh bien, ce dédoublement, Lacan le voit reflété dans le dédoublement que lui-même était en train et qu'il faisait depuis quelques années dans ses séminaires, dédoublement qu'il avait trouvé dans les explications de l'Édipe. Lacan reprend l'Édipe de Freud, mais il va remanier l'Édipe et là trouver un dédoublement. Autour de quoi? Autour de une question centrale de l'Édipe. La mère, la relation enfant-mère. Là où il y a un désir central de l'enfant qui est le désir pour la mère, Lacan trouve qu'il y a également, et là il y a un dédoublement,
également un désir central qui est le désir de la mère. Et cela, ce désir-là, le désir de la mère, concerne le petit garçon et la petite fille. Et il est plus primitif et essentiel pour le développement de l'enfant psychique, de sa constitution et du déroulement de l'Édipe. Le désir de la mère. Voyons maintenant l'interprétation de Lacan. Pourquoi est-ce que Lacan voit dans cette tragédie cet autre aspect de l'Édipe qui est le désir de la mère? Où est-ce qu'il va trouver cela? Il y a une scène centrale, et qu'on va prendre en compte, qui est la scène où Hamlet rentre dans la chambre de sa mère, de Gertrude, de la reine, et il lui parle. Et il y a ce dialogue assez intense, long, où Hamlet fait des reproches assez virulents à sa mère. Et un aspect très important est autour de cette manière indécente de sa mère d'avoir accepté très facilement d'épouser l'oncle et d'avoir également accepté de coucher avec lui. Et là, dans ce dialogue, il y a une demande d'Hamlet, qui est exprimée d'une manière explicite. Ne va pas coucher avec mon oncle. N'y va pas. Je te demande de ne pas y aller. Il y a bien une demande qui est exprimée d'une manière explicite. Alors que son père, le père d'Hamlet, au départ, ne lui a pas demandé, que Hamlet demande à sa mère de ne pas coucher avec l'oncle. Ce qu'il lui demande, c'est de tuer l'oncle. Comme ça, elle ne pourra plus coucher. Et il aura vengé sa mort. Et là, on voit que dans cette demande d'Hamlet, on pourrait y voir également toute une série d'aspects psychologiques qu'on peut très bien évoquer. C'est pourquoi est-ce qu'on peut les évoquer avant tout? Parce qu'il n'y a aucun sens de demander cela après avoir toujours procrastiné l'acte. Il aurait dû, Hamlet, tuer l'oncle, et cela aurait résolu toute la question. Là, il demande, après avoir procrastiné son action, il demande à sa mère, voilà, de ne pas aller dans la chambre de son oncle, de ne pas aller là, coucher avec lui et de montrer un désir sexuel envers cette personne. Bien là, il y a une demande. Les aspects psychologiques qu'on peut évoquer, c'est que dans ce contexte-là, il y a comme une espèce de demande d'interpellation du désir. Il interpelle le désir de la mère, de voir si la mère va effectivement aller poursuivre cette liaison intime avec l'oncle. Et si elle poursuit cela, ça veut dire qu'elle veut continuer. Et donc lui, s'il tue l'oncle, il fait un reproche à elle, il va se sentir coupable. Ça, c'est une question qu'on peut évoquer. Dans cette mouvance d'interpeller le désir de la mère, on peut évoquer cette question psychologique. Une autre question, c'est si ma mère ne va pas coucher avec mon oncle, c'est comme si elle appuyait encore mieux mon action. Et je me sentirais beaucoup plus motivé, plus sûr de ce que je dois faire. Voilà, d'un côté moins coupable, d'un côté plus sûr, d'un côté on interroge le désir. Hamlet interroge le désir de la mère. Et c'est là, pour Lacan, le point central. Il est suspendu, Hamlet est suspendu au désir de la mère. Il y arrive, c'est-à-dire avec les mots du père, du grand autre,
il amène cela, mais quand il se trouve face à sa mère, il interroge le désir de la mère, et c'est suspendu là qu'il n'arrive pas alors à se resituer dans ce fantasme, et c'est pour cette raison, dit Lacan, qu'il va, il a abandonné Ophélie. Non? Un autre aspect important à retenir, que Lacan ne cite pas, mais on peut très bien le citer, c'est l'intervention à un moment donné dans ce dialogue entre Hamlet et Gertrude, l'intervention du fantôme, du père. Le père se présente sous la forme du fantôme, alors qu'au début, une autre personne qui n'est pas Hamlet voit le fantôme. Ici, dans cette chambre où se situe ce dialogue, où il y a des revendications, certaines revendications d'Hamlet, certaines critiques virulentes, le père apparaît, toujours sous forme de fantôme, mais apparaît seulement à Hamlet. C'est Hamlet qui le perçoit. Le père, là, donc, n'est pas présent, ne peut pas intervenir réellement. Il est seulement dans l'imaginaire de Hamlet. Ensuite, quand lui, Hamlet, cite le mot que ce que le père lui demande, ces mots n'ont aucune valeur dans ce qui se passe dans ce dialogue avec la mère. Le père, le poids symbolique du père n'a aucune action dans ce dialogue. Et là, on voit bien comment, dans ce scénario qu'on vient de décrire, on retrouve ce que Lacan était en train de développer d'un point de vue théorique autour de l'Édipe, comment il avait revu l'Édipe de Freud en mettant au point central le désir de la mère, l'enfant qui doit se situer vis-à-vis de ce désir. Que me veut-il, la mère? Que dois-je faire pour plaire à la mère? Et toute une série de questions autour de cette relation avec la mère. Et c'est avec l'intervention du père que l'enfant pourra se détacher de cette relation et poursuivre son propre développement qui constituera à assumer son propre désir. Ce qui pose question dans l'Hamlet, et quand l'action sera enfin accomplie, la mort, on trouvera aussi la mort de la mère. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.